Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Pour cette nouvelle séance, nous allons nous consacrer à la thématique suivante. La Russie de Vladimir Poutine et les États-Unis de Joe Biden sont-ils condamnés à rester des adversaires en géopolitique? Alors bien sûr, dans cette question, le terme le plus important, c'est condamner. Or, en géopolitique, on l'a vu régulièrement avec Fabrice Ravel, il n'y a pas de fatalité. Non seulement parce que les alliances sont de circonstances, elles peuvent changer, elles sont versatiles, elles sont réversibles, mais aussi parce que les valeurs invoquées, les idéologies dans les camps ou les États présents ne suivent pas forcément les intérêts stratégiques ou tactiques adoptés par ces pays. Donc nous allons revenir sur cette question et nous demander si les États-Unis et la Russie sont condamnés à rester des adversaires. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, au-delà de si j'ose dire, la parenthèse Trump, on a eu l'impression qu'il y a eu un assouplissement de la position des États-Unis vis-à-vis de la Russie. On a vraiment l'impression d'avoir des camps ou des positions très adverses, tant au niveau tactique, stratégique qu'au terme de valeur. On pourrait citer un nombre de dossiers importants qui encombrent les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. On pense bien sûr à la Syrie, on pense aussi à la question des droits de l'homme ou de la liberté d'expression, Navalny, les minorités, etc. Donc ces dossiers empoisonnent ou nuisent à la relation, donc on peut se dire, la question elle est résolue. Ce sont des adversaires irrémédiables en géopolitique. C'est vrai que vous avez raison d'évoquer que si on s'inscrit purement dans un court terme ou relativement dans un moyen terme en géopolitique ou en histoire, on va dire 15 ou 20 ans, c'est un moyen terme, et qu'on regarde un peu l'état des relations entre ces deux grands pays ou ces deux grandes puissances, spontanément on a envie de se dire, il n'y a pas de question, parce qu'il y a déjà un certain nombre de problèmes que vous avez commencé par circonscrire ou par évoquer, qui laissent à penser qu'il y a une hostilité permanente et très importante. Si on commence par regarder ces dossiers, me semble-t-il, il y en a au moins 5 qui continuent à mettre une situation très délicate, on voit bien, entre les deux États. Si on commence à essayer d'appréhender ces 5 dossiers, d'abord il y a le dossier qui est loin d'être achevé, même si les médias occidentaux aujourd'hui s'en font peu l'écho. On rappelle qu'il y a une situation très critique en Ukraine depuis 2013, qu'on est arrivé à un sommet, on va dire, de tension en 2014 avec le départ du gouvernement ukrainien. Et clairement, on voit bien que la question initiale, c'est le fait que les Russes sont en profond désaccord avec l'idée même que l'Ukraine puisse adhérer soit à l'Union européenne, soit à l'OTAN. Ça, on y reviendra, c'est quelque chose pour les Russes qui est inconcevable. Et puis, évidemment, dans la foulée, il y a eu, toujours en 2014, la situation en Crimée, dont il faut rappeler qu'elle n'est pas non plus résolue, puisqu'il y a eu des élections avec en plus la présence de soldats russes, donc vous imaginez la liberté des électeurs dans ce contexte-là. Lors de ces élections, la Crimée a demandé son rattachement officiel à la Russie, ce que la Russie s'est empressée d'accepter, mais qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Donc on se retrouve déjà là avec 2 dossiers, dont je trouve qu'on a trop tendance à les oublier, parce qu'on voit bien qu'ils sont en permanence en question de litige, serais-je tenté de dire, depuis 2013 et depuis 2014. Et là, il y a déjà par rapport à nos étudiants un point sur lequel je souhaiterais attirer notre attention, dans la continuité, si vous voulez bien, Olivier, de ce que vous avez dit. J'ai été sensible. Je pense que déjà, il faut absolument qu'on s'efforce d'avoir l'intelligence de changer les perspectives. Et je pense notamment en fait que les Américains, ça se retrouve dans un ouvrage qui avait été écrit par Zbigniew Brzezinski, qui est un ancien secrétaire d'État, un ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, l'échiquier ou le grand échiquier, et la fin du titre est assez intéressante, les États-Unis et le reste du monde. Et donc c'est un ouvrage qui avait été écrit dans les années 90, à une période où à l'issue de la guerre froide, les Américains imaginaient être tout puissants, et on voit bien à travers ces chapitres que les États-Unis ont pour objet d'essayer de désolidariser ou de découpler un certain nombre d'États qui étaient de l'ancienne Union soviétique, les États baltes, la Biélorussie et l'Ukraine, et que les Russes ont bien senti que dans ces mouvements qu'il y avait, il faut être totalement objectif, en Ukraine ou en Crimée, il y avait quand même des démarches occidentales, pour pas dire des démarches américaines. Donc là, on a déjà 2 problèmes forts. Ensuite est venu, j'ai presque envie de dire, se gangréner, si vous me permettez cette expression, l'ensemble des questions qui sont relatives aux cyberattaques, au cyberespace. On sait bien toutes les polémiques qu'il y a eu sur les élections américaines, notamment en 2016, novembre 2016 avec Donald Trump. Et en fait, ces cyberattaques n'ont cessé de continuer. Elles sont même en nombre croissant. Il y a même carrément, en fait, on va dire des logiciels pirates qui demandent des rançons. Alors évidemment, tout ça est un jeu assez pernicieux, puisqu'il est très difficile quand même de savoir qui en sont les origines.
mais les Américains ont d'énormes soupçons sur les agissements russes par rapport à ça. Donc là, on est déjà sur 3 dossiers. Et puis, vous avez raison de rappeler que sur des questions des droits de l'homme, on a l'épisode d'Alexis Navalny d'une part, et puis on se retrouve avec le détournement de l'avion qui a été fait par le chef de l'exécutif en Biélorussie. Vladimir Poutine s'empressant de dire qu'il était hors de question que les Occidentaux se mêlent des questions biélorusses. Donc là, on a déjà en toile de fond un nombre très important de dossiers, et alors plus que ça, on a en plus une phrase qui a été dite par Joe Biden lors d'une interview, durant laquelle un journaliste lui demandait « Considérez-vous que Vladimir Poutine est un tueur ?» Ce à quoi il a répondu de façon lapidaire et totalement synthétique « Oui ». Donc on peut clairement imaginer que là, pour mettre en place des rapports qu'on qualifiera de plus adoucis, ça risque d'être compliqué. Et à première vue, effectivement, on n'a jamais été dans une situation aussi tendue entre les deux États que depuis la fin des années 80. La phrase de Joe Biden est incroyable et ahurissante dans un contexte géopolitique et d'un point de vue diplomatique. C'était pour marquer, bien sûr, la rupture avec son prédécesseur. Mais dans le fond, c'est vrai qu'elle vient d'une défiance qu'il y a entre les États-Unis et la Russie qui est ancrée bien plus loin. Et notamment, pour les étudiants, ça devra rappeler des lumières. Mais tout ce qui est conflit guerre froide, l'opposition frontale entre deux blocs, le bloc soviétique et les États-Unis, c'est peut-être là le vrai ancrage de cette adversité. Il est clair que même au-delà de nos étudiants, dont le relatif jeune âge leur permet de se dédouaner d'être trop sous l'emprise de l'histoire, c'est surtout les médias, j'ai l'impression, qui n'ont de cesse de nous rappeler cette rhétorique de la guerre froide, et dès qu'il y a une rencontre russe-américaine, ils disent « Ah, c'est la guerre froide, est-ce qu'on vient à la guerre froide? Est-ce qu'on est à nouveau dans une situation de tension ?» Et là, on voit bien qu'il y a une pesanteur. Il faut que nos jeunes auditeurs comprennent une chose, et pour eux, je sais bien, quand on est en contact dans la salle, c'est pas toujours facile, parce que pour eux, c'est des événements qui étaient clairement pas nés. Donc même pour eux, la fin de la guerre froide, c'est un truc qui parfois sent la poussière et la naphtaline dans les livres d'histoire. Mais il faut quand même bien comprendre qu'entre globalement 1945 et 1991, alors on peut ergoter sur les dates, il y a plusieurs dates qui seraient possibles sur le début de la guerre froide, et puis il y a plusieurs dates qui seraient possibles sur la fin de la guerre froide, enfin globalement de 45 à 91, il faut vraiment qu'ils entendent ça. Ça peut être intéressant en termes de perspective d'ailleurs sur le 21e siècle. On a un monde qui est totalement phagocyté, monopolisé par la lutte de deux grandes puissances que tout oppose, et qui en réalité vont même monopoliser les relations internationales, Olivier. C'est-à-dire qu'en gros, il n'est pas concevable à l'époque, entre 45 et 91, que quelque chose se passe dans le monde sans que ça soit sous la tutelle ou la domination, soit des États-Unis d'Amérique, soit de l'Union soviétique. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient d'ailleurs, en préparant notre rencontre, j'essaie de me rappeler d'un certain nombre d'événements, et tout d'un coup, on se rappelle qu'il y a eu le pont aérien sur Berlin, tiens, un pont aérien. Le pont aérien pendant plus d'un an, excusez du peu, entre mai 1948 et mai 1949. Et puis après, il y a eu la guerre de Corée qui a duré 3 ans. Et puis il y a eu la guerre du Vietnam qui a duré 20 ans, durant lesquelles les Russes ont tout fait pour faire tomber les Américains. Et puis surtout, peut-être quelque chose qui sera intéressant et sur lequel on reviendra, c'est qu'il y a eu la première guerre en Afghanistan que tout le monde oublie aujourd'hui, à tel point que parfois certains de nos étudiants me regardent en disant « Alors vous savez, quand les Russes étaient en Afghanistan, et certains me disent « Non, monsieur Ravel, c'est pas les Russes, c'est les Américains. » Je fais « Non, mais je fais allusion à la guerre de 79-89. » Donc en fait, on se rend compte qu'ils sont en opposition larvée permanente, qu'en plus il y a l'épisode particulièrement délicat de la crise des missiles de Cuba au début des années 60 qui a failli nous amener sur la Troisième Guerre mondiale. Donc évidemment, on a tout un imaginaire spontané qui nous met dans une situation d'opposition. Et pour celles et ceux qui le souhaiteraient, là je pense qu'il y a un ouvrage, on a cette chance en France, parce que c'est pas si souvent, mais je suis pas certain qu'il y ait un équivalent en langue anglo-saxonne. Moi je crois que l'histoire de la guerre froide d'André Fontaine, c'est indépassable, en 4 tomes. Et d'ailleurs, on voit, rien qu'en disant 4 tomes et la richesse des 4 tomes, le nombre d'aspects sur lesquels les Américains et les Russes ou les Soviétiques se sont affrontés. Et puis pour celles et ceux qui préféraient peut-être une synthèse de 750 pages, il y a La Tache Rouge. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, non seulement on est sur une dualité en termes de conflit conjoncturel, mais qu'en plus, elle a l'air de s'inscrire sur le temps long. Alors, il faudrait nuancer, mais pour ça, il faudrait peut-être remonter encore plus loin que la guerre froide et voir que malgré les divergences qui peuvent exister entre les États-Unis et la Russie, ou l'URSS, période soviétique, il peut y avoir des alliances d'opportunités entre les deux pays. Alors, ce qui est très curieux, c'est que quand on reprend l'histoire entre ces deux pays, il y a une période qui est totalement mise de côté. C'est la période entre 1991 et 2000. Et elle est très très importante, me semble-t-il, pour nos étudiants à avoir à l'esprit en 2021. Pourquoi? Parce que finalement, on est au sortir de la guerre froide. La Russie s'écroule pratiquement sur elle-même en termes d'économie, d'organisation, de structure. Et la Russie sort pratiquement du champ de la géopolitique. Et c'est assez palpable quand on voit les événements dans l'ex-Yougoslavie, normalement, qui est un territoire
on va dire, très proches pour des régions de panslavisme avec les Russes. Il ne faut jamais oublier que lors de la première campagne en Irak en 91, les Russes sont quasiment absents. En fait, ils donnent plus ou moins leur accord, mais on voit bien qu'ils sont assez contingentés. Et j'ai envie de dire, en guise de transition, c'est peut-être ça auquel les Américains se sont mal habitués. Un monde sans les Russes. Et en fait, avec l'arrivée de Vladimir Poutine le 31 décembre 1999, on a un changement de perspective avec des Russes qui reviennent. Mais je crois que votre question, Olivier, nous amène plutôt sur une période dont je trouve qu'elle est très intéressante, parce qu'effectivement, souvent, j'entends dire en Occident, on va y revenir, oui, mais on a quand même des différences rédhibitoires d'un point de vue idéologique avec le système russe. Alors d'abord, comme vous évidemment le rappelez, on avait fait une émission des rendez-vous géopolitiques sur les traités, mais surtout, moi j'aimerais rappeler quelque chose dont tout le monde a l'air de ne pas se souvenir, c'est que les Américains et les Soviétiques ont bien été alliés avec Joseph Staline, excusez du peu à la tête de l'État, entre le 7 décembre 1941, Pearl Harbor, et on va dire au moins le 8 mai 1945, la chute de Berlin, voire un petit peu plus, 46-47. Et donc j'ai envie de dire, si on peut s'allier avec Joseph Staline, ce serait quand même assez curieux qu'on ne puisse pas trouver des raisons objectives pour s'allier avec Vladimir Poutine, n'est-ce pas? D'autant que vous l'avez souligné, après la chute du mur et la chute du bloc soviétique, on a été dans une période où les États-Unis ont peut-être cru très fortement à leur superpuissance. Le contexte géopolitique a changé, il est beaucoup plus mouvant, beaucoup plus complexe aujourd'hui, et on a l'impression qu'il y a des alliances de circonstances qui se renouent à nouveau entre les États-Unis et la Russie, malgré parfois les discours. Ça, c'est très intéressant, et là, on va arriver pour nos jeunes étudiants à quelque chose qui leur est beaucoup plus contemporain, et j'espère qu'ils ont commencé à aiguiser leur regard là-dessus. C'est qu'on a eu l'opportunité, Olivier, de faire une séance sur Joe Biden, quand il a pris donc, la succession de la présidence des États-Unis. C'était fin janvier. Et il y avait déjà quelque chose qu'on avait été amené à dire. Le dossier des rapports entre les États-Unis lors de cette séance et les Russes peut certainement paraître être celui qui est le plus bloqué. Et paradoxalement, c'est peut-être celui qui va offrir le plus d'opportunités. Et d'ailleurs, quand on regarde, il y a 3 événements qu'il faut que nous étudions à l'esprit. Le premier, c'est déclenché très très tôt. En février 2021, il y a ce qu'on appelle les accords New START, c'est des accords sur les armes nucléaires stratégiques, qui avaient été signés, ratifiés 10 ans auparavant. Seulement, il se trouvait que fin janvier, il n'y avait plus que quelques jours pour prolonger le traité. Or, le discours officiel durant la campagne américaine, dans la continuité, on va y revenir, de la logique démocrate, donc du Parti démocrate américain, c'était surtout pas de négociation avec Poutine, qui est censé être considéré comme un adversaire pour différentes raisons, objectives ou pas. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Joe Biden a appelé Poutine le 26 janvier pour lui faire dire que finalement, les Américains étaient assez prêts à ratifier. Alors, en fait, les médias américains ont été très très discrets sur cette question-là. Ils ont été très très bruyants sur la ratification, le retour sur les accords de Paris, sur l'écosystème, mais par contre sur le fait que tout d'un coup Biden prenait le téléphone pour appeler Poutine, ils ont été relativement discrets et c'était pourtant majeur. Ensuite, on a un deuxième événement qui est très important depuis le printemps et qui concerne un gazoduc qui s'appelle Nord Stream 2. Alors, je explique peut-être très rapidement de quoi s'agit-il. On a un gazoduc que les Russes cherchent à mettre en place dans le nord de la Baltique pour approvisionner l'Union européenne et notamment l'Allemagne qu'on a grand besoin. Or, il se trouve que ce gazoduc a été bloqué dans sa construction depuis 2019 parce que les Américains ont mis des sanctions économiques et des contrôles économiques sur les entreprises pour essayer de gêner les Russes avec qui ils étaient donc apparemment en opposition. Or, il se trouve que l'administration Biden, là aussi, relativement discrètement, a levé les sanctions, ce qui montre qu'en fait, ce gazoduc va être achevé là assez prochainement. Et évidemment, ce que je demande aux étudiants d'entendre, c'est que les arrière-pensées sont très fortes. Les arrière-pensées russes sont relativement claires. D'abord, il s'agit de gêner les Ukrainiens. Voilà, on commence à faire des rapports. Parce que en privant les Ukrainiens du fait que le gaz russe passe chez eux, ils les privent bien sûr de leur possibilité que d'empêcher les Russes de le faire. Ils les privent d'un certain nombre de ressources financières puisque les Russes étaient censés le faire. Et donc les Russes se permettent de totalement se débarrasser des Ukrainiens sur la question énergétique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les Russes cherchent évidemment, il ne faut pas être totalement naïf, à désolidariser les Européens et à attirer les Allemands à eux, en leur montrant, vous voyez, vous avez besoin de nous, il vaudrait mieux que vous discutiez avec nous. Ça nous amènerait d'ailleurs à la question de savoir donc pourquoi est-ce que les Américains ont fait ça. D'abord, parce qu'ils ont besoin de l'alliance allemande et de l'alliance européenne peut-être sur une autre question, mais aussi peut-être parce qu'il y a un message envoyé par Joe Biden qui consiste à dire aux Russes, vous n'êtes pas nos adversaires principaux,
à tel titre que nous levons les sanctions économiques contre vous. Et on y reviendra tout à l'heure, il y a forcément un autre pays qui, là, est dans la ligne de mire ou dans l'objectif des Américains. Et puis, enfin, il y a un troisième événement qui est très interpellant, c'est la rencontre quand même, comme aux plus belles heures de la guerre froide, alors là, oui, entre Joe Biden et Vladimir Poutine, à Genève, le 16 juin 2021. Et ça aussi, c'est resté assez discret. Alors, pour être honnête, il n'est pas sorti grand-chose de ce sommet, sauf que, d'abord, ils se sont parlé. Deuxièmement, pour dire clairement les choses, les Russes ont dit clairement aux Américains ce que eux considéraient, selon notre expression géopolitique, comme la ligne rouge. Et là, clairement, les Russes ont dit, quoi qu'il arrive, quand c'est l'Ukraine qui est en jeu ou la Biélorussie qui est en jeu, nous, on considère que si vous intervenez, c'est un cas de casus belli. C'est assez intéressant à entendre pour nos étudiants, je crois, parce que les Américains ont dû être d'autant plus sensibles à cette explication qu'eux-mêmes utilisent ce qu'on appelle la fameuse doctrine Monroe, on expliquera ça en cours, par laquelle ils considèrent que n'importe quelle puissance qui viendra en Amérique du Sud ou d'Amérique centrale aurait affaire à eux en termes de casus belli. Donc ça, c'est bien un discours que les Américains peuvent comprendre. D'un autre côté, les Américains ont fait comprendre aux Russes que les cyberattaques et les attaques telles qu'ils étaient en train de les faire, c'était pas possible de continuer à les faire de la sorte. Donc là, on a déjà quand même deux interlocuteurs, c'est très important en géopolitique, demande aux étudiants d'entendre, qui sont en train de mieux mesurer jusqu'où ils peuvent aller l'un avec l'autre. Et puis surtout, il y a la conclusion lors de la conférence de presse, où Biden laisse à penser qu'il a rien contre la Russie et qu'il n'y a pas de raison pour qu'à un moment ou à un autre, on ne trouve pas des points de rapprochement avec la Russie. Donc ces trois aspects-là montrent bien que, quoi qu'il en soit, il y a quand même l'air, effectivement, d'y avoir une inflexion entre les deux États et que la question telle qu'on se la pose depuis tout à l'heure est peut-être moins illogique ou moins stupide qu'il peut y paraître. Surtout que si on poursuit dans le temps récent, et si on s'approche encore un peu plus de nous, on était en février 21, on est allé jusqu'en juin, il y a cet été un événement géopolitique important, voire majeur, ce qui est le retrait des États-Unis d'Afghanistan. On a vu les images et on a vu les commentaires sur le retrait de Kaboul dans les conditions que l'on connaît. On a parlé tout à l'heure de la Russie et de la guerre d'Afghanistan, la première guerre d'Afghanistan dont vous parliez tout à l'heure. On en a eu un autre épisode avec les États-Unis cette fois, un retrait, voire une déroute, qui a pu avoir l'air d'avoir enjoué certains adversaires géopolitiques. Peut-être que la situation est plus compliquée. Elle est effectivement plus compliquée, et là on est en train, si vous voulez bien, je m'adresse en particulier évidemment à nos étudiants qui nous font l'amitié dans la salle et puis à ceux qui nous écouteront par la suite. Là on touche au cœur de la géopolitique. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais considérer un dossier totalement isolé, mais il faut les mettre en perspective ou les mettre en corollaire. Et a priori, j'imagine que certains d'entre nous se disent « Mais pourquoi sont-ils en train d'essayer d'établir un corollaire ou un rapport entre l'Afghanistan et les rapports entre les États-Unis et la Russie ?» C'est vrai qu'a priori, il n'y a pas de rapport. Sauf que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, depuis la chute de Kaboul, ou la prise de Kaboul par les talibans, suivant la formule que l'on préfère, le 15 août 2021, il y a forcément une répercussion. Et la répercussion se trouve déjà, je ne sais pas si certains de nos étudiants ont entendu, dans les discours de Joe Biden, qui ont été relativement nombreux en fin août 2021. Et si on veut s'efforcer très simplement de faire une synthèse, dans ces discours, on sent quelque chose de très fort. Il y a certains mots qui étaient assez choquants. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de dire, nous, les Américains, on n'a pas perdu. Bon, ça, on pouvait s'attendre à cette explication-là. On rentre chez nous parce qu'on considère que l'Afghanistan est un pays de deuxième zone. Clairement, si vous écoutez le discours, c'est ça. Qu'on est sur une logique annexe. Bon, maintenant qu'on a atteint notre objectif qui était de se débarrasser des terroristes qu'on visait depuis le 11 septembre, on rentre chez nous. Mais c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il faut désormais qu'on se concentre sur l'adversaire principal et sur notre problème principal. Et là, pour dire clairement les choses, l'euphémisme est tellement faible, ou le sous-entendu est tellement fort, sur le que vous préférez, on a bien compris que la Chine était visée. Et là, tout d'un coup, il y a une question qui se pose. Et que les journalistes occidentaux ne se posent pas assez, parce qu'ils sont justement trop dans cette mécanique d'hostilité permanente. Mais dans cette hypothèse d'un nouveau contexte géopolitique, où il y aurait de plus en plus un affrontement, plus ou moins larvé, entre les États-Unis et la Chine, qu'est-ce qu'on fait de la Russie, Olivier? Comment doit-on considérer la Russie? Et là, j'attire l'attention des étudiants que l'option, puisque c'en est une, se représente que sous deux possibilités. La première possibilité, qui est une vraie tentation à laquelle il faudra peut-être que les Occidentaux fassent attention, je dis tentation, c'est de s'enfermer dans une grille de lecture, disons-le, ayons le courage de le dire, idéologique, presque idéaliste, qui considère à dire on va s'enfermer entre nous dans une coalition de démocratie, et puis on va résister face à tout ce qui nous paraît être dangereux, mais en agissant de la sorte, ne risque-t-on pas de pousser Vladimir Poutine dans les bras de la Chine?
Il y a une deuxième possibilité qui paraissait incongrue quand on a posé notre question tout à l'heure, c'est de faire de la réelle politique comme l'a fait Henry Kissinger, je rappelle, en 1972. Henry Kissinger, notamment l'une des plus grandes célébrités, je veux dire sommité, enfin, il faut lire Henry Kissinger en géopolitique. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais enfin, il faut le lire. Et je rappelle que ça a été un ministre des Affaires étrangères au début des années 70, qu'il a été un très très grand professeur aux États-Unis, et que notamment c'est lui qui a fait le rapprochement en 1972 avec la Chine communiste, parce qu'il disait si on veut affaiblir l'Union soviétique, autant s'allier avec des gens avec qui on va tomber d'accord. Et d'ailleurs, Kissinger ne cesse de dire il faut absolument revisiter cette situation avec la Russie, car dans l'hypothèse d'une opposition avec la Chine, nous aurons besoin de la Russie. Et donc là, on voit bien que c'est ce choix-là auquel on va se retrouver confronté. Et ça met en évidence, si vous voulez bien, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que en fait, les États-Unis vont devoir choisir entre cette politique réaliste de Kissinger, qui est une de leurs traditions politiques, et la tradition politique de Woodrow Wilson, qui rappellera peut-être le collège ou le lycée aux étudiants, les fameux 18 points Wilson, où il faut apporter la paix et la démocratie partout dans le monde, ou Franklin Roosevelt, qui est une tradition très démocrate, mais je demande de l'entendre, qui amène à considérer, d'un point de vue américain, que les États-Unis sont un État spécifique, que c'est un État particulier et qui sont censés apporter la liberté dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé à Kaboul peut remettre totalement les choses en perspective. Alors, là, il y a quelques points peut-être supplémentaires qu'on peut soumettre avant que d'arriver à une conclusion. D'abord, dans la continuité des États-Unis, il ne faudrait peut-être pas oublier qu'il y a les Européens. Et les Européens, eux aussi, vont être confrontés à cette question. C'est-à-dire que il y a eu un sommet d'ailleurs des chefs d'État européens fin juin 2021, comme quoi cette question se pose quand même. Hein. Et il y a un rapport d'ailleurs qui a été fait sur l'état des relations entre les pays de l'Union européenne et la Russie, et Angela Merkel a même proposé qu'on ouvre à nouveau les relations. Et comme le vote devait se faire à l'unanimité et certains pays européens dont on comprend bien que par l'histoire ou par la proximité géographique, on peut penser aux États baltes et à la Pologne en particulier, ils voient l'idée d'un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine de façon un peu différente, mais qu'au moins la question a été posée. Donc ça me paraît très très important. Et puis il y a un autre aspect qui était aussi intéressant, c'est que quand Joe Biden a rencontré Vladimir Poutine à Genève le 16 juin 2021, il y a l'ambassadeur des États-Unis à Moscou qui lui a déconseillé de le faire, c'est quand même assez interpellant, et certains sénateurs américains qui lui ont aussi déconseillé de le faire. Et on serait tenté de dire à nos amis que l'art de la diplomatie, c'est quand même de parler avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Sinon, je ne sais pas très bien à quoi ça sert d'être diplomate. En tout état de cause, la situation actuelle, quelle est-elle? Pour l'instant, on n'est pas dans la perspective d'une alliance. Pour l'instant, on est dans la perspective d'une reconduite des échanges. Et dans l'esprit américain, c'est très très clair. Il faut apaiser la tension avec les Russes pour pouvoir se concentrer à l'affrontement avec les Chinois. Et je demande aux étudiants de bien nous entendre, il y a un leitmotiv là qui revient. On a eu l'occasion d'en parler tous les deux, Olivier, quand on avait étudié l'ouvrage de Graham Allison sur le piège de Thucydide. Et on voit bien ce brillant professeur d'Harvard qui déjà nous mettait en garde contre le fait qu'il y a la puissance installée. Alors c'était Sparte et Athènes pour Thucydide dans la guerre du Péloponnèse. Mais là, on a les États-Unis qui sont installés et qui sont challengés ou qui sont menacés par une puissance montante. Donc en fait, on a là une situation dans laquelle les Américains veulent finalement que les Russes ne les gênent plus. Donc c'est déjà une évolution. Par contre, si la montée en puissance de la Chine se confirme, si les États-Unis, à tort et à raison, continuent à percevoir cette montée en puissance de la Chine comme la plus grande menace, et que donc l'effet que ça aura pour votre génération, c'est que l'affrontement entre la Chine et les États-Unis peuvent être une nouvelle guerre froide, alors il est évident que la question du rapprochement avec la Russie va devenir une question essentielle, que cette question sera essentielle bien au-delà de la présidence de Joe Biden et de Vladimir Poutine, et que l'évolution de la géopolitique actuelle amène donc à poser cette question-là sous un angle totalement différent. Une chose est certaine, depuis le 15 août 2021, les questions ne se posent plus du tout de la même façon, de par le contexte géopolitique. Mais ça, je pense qu'Olivier, on va avoir l'occasion d'en reparler. Eh bien, je vous propose, Fabrice, de garder cette question à l'esprit et de demeurer vigilant. Merci, Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique tourné en direct devant les étudiants. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.